La spéculation se porte à merveille autour des produits de grande consommation au Cameroun. Eh bien, s'offrir un sac de ciment au prix homologué devient de plus en plus difficile. Les prix pratiqués font perdre le sommeil aux consommateurs. Dans le même temps, la viande de bœuf se fait rare et amplifie le phénomène de vie chère. Dans les établissements scolaires, la violence a atteint des proportions inquiétantes. Et à l'extrême nord du Cameroun, les populations de Tourou ont fui les exactions de Boko Haram pour se réfugier dans les services du gouverneur de cette région. Entre-temps, la tension dans la filière coton n'est pas près de tomber. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine en 52 minutes. Pour nous tenir compagnie, nous recevons sur ce plateau le leader du mouvement Saut des Cotons, les planteurs d'abord, mouvement qui se définit comme avocat des planteurs de coton. Alexis Premier Ndjandandi Junior, bonjour. Bonjour Madame Monique. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci beaucoup, bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs et merci à Canal 2 pour la confiance renouvelée en m'associant à l'une de vos émissions les plus phares. Merci beaucoup. Eh bien, votre mouvement est tout nouveau, Saut des Cotons, les planteurs d'abord. C'est quoi vos objectifs? L'objectif, c'est de fédérer les acteurs ou les parties prenantes qui sont impliqués dans le processus de la production du coton au Cameroun autour d'une table. Et ces acteurs, ce sont... La Saut des Cotons, oui. les planteurs d'abord, oui. et la Confédération nationale de producteurs du coton du Cameroun. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, je vous invite à vivre les 3 faits de société, des faits humains que nous avons vécus cette semaine à Bamenda, à Ebolova et à Douala. Reportage. Voilà plus de 48 heures que la sénatrice de la Meusam, Regina Mundi, est détenue captive dans la région du Nord-Ouest. To maintain their boundaries as from independence. Samedi dernier, elle apparaissait dans une vidéo de 56 secondes où la ressortissante de Babanki, dans l'arrondissement de Touba, se prononce contre la guerre qui sévit dans cette partie du pays, tout en présentant sa démission comme sénatrice et promettant de combattre aux côtés de ses ravisseurs pour la République virtuelle de l'Ambazonie. Tout ceci vraisemblablement contre sa volonté. Madame Regina Mundi. Rappelons que le membre du bureau politique du RDPC a été kidnappé samedi après-midi vers le quartier Foncha Street en pleine ville de Bamenda où elle se rendait à une cérémonie de mariage d'une connaissance. Aucune nouvelle de son chauffeur, lui aussi enlevé au même moment. Ambiance inhabituelle au lycée technique de Bolova ce matin. Des élèves enragés affrontent au projectile des forces de police venues exfiltrer du lycée le bourreau qui, à l'aide d'un couteau d'électricien, a éventré leurs camarades. Il était en classe en train de composer. Et maintenant, un de ses camarades était en train de bagarrer ici dehors avec celui qui a pris. Subitement, celui qui est en train de bagarrer est parti appeler la Tangana comme un enfant. Quand il est arrivé, il n'a pas demandé ce qui s'est passé. Laissez-moi en a commencé à battre celui qui a pris. Celui qui a pris est parti appeler ses amis. Quand il part pour appeler ses amis, ça arrive. Ils ont commencé à se chamailler là. Maintenant, dans la foule, celui qui a pris le côte. La scène se déroule à la pause vers 9 h du matin, après la première épreuve des évaluations de fin de trimestre. Junior Eba Atana, de la classe de 4e année électricité, venu en rescousse dans une bagarre, sera blessé par un élève de première année génie électrique, exclu de l'établissement au dernier conseil de discipline pour bagarre et récidive. Chaud, c'est qu'il venait se venger de cet aîné qui le tabassait parce qu'il martyrisait son camarade de classe de première année. Face à la violence, des élèves opposent la violence. Leur seul but était qu'on leur livre leurs camarades à la vindicte populaire. Et il a fallu l'intervention des renforts venus du bataillon d'intervention motorisée et même de la gendarmerie pour dissuader les élèves déterminés à venger leurs camarades. La furie de ce court-circuit entre élèves du génie électrique n'a pas épargné le véhicule du proviseur.
La victime est admise en soins intensifs au centre hospitalier de référence des Bolova et son bourreau à la police. La prompte descente in situ de tout le côté administratif de la région, conduite par le gouverneur, aux côtés des forces de maintien de l'ordre, a permis de ramener très tôt le calme. Il était environ 22 h dimanche soir lorsque les soldats du feu s'activaient en démontant les portes d'un magasin de stockage des ballots de la friperie au lieu-dit Back Market, non loin du palais des congrès de Bamenda. À l'intérieur, les flammes font les ravages, la situation ayant dépassé le voisinage qui s'était battu avec de l'eau et du sable sans succès. Même les efforts des sapeurs-pompiers ne porteront non plus les fruits, d'où cette invite du commandant à l'endroit des commerçants. Apparemment, là ils ont gardé les marchandises, il y avait une cuisine là à côté, et on ne peut pas déterminer que le feu sort de la cuisine là. Donc, ils doivent d'abord construire les portes de façon que, en cas d'incendie, ça va nous permettre pour accéder dans l'appartement parce que pour entrer dans cet appartement cette nuit, pour pouvoir éteindre le feu, on doit d'abord perdre énormément le temps pour casser les murs pour entrer. Les téléphones des victimes ne cessent de sonner. Au bout du fil, des parents, amis et connaissances qui demandent information. Je suis à dépasser, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas là où commencer. Les colis qu'on a achetés, ça n'a pas fait une semaine, tout est parti en flammes. Avec les trucs chinois, tout ça, ça s'est tout brûlé. J'étais à Douala dimanche, j'ai acheté la marchandise le lundi. Aujourd'hui, je suis surpris qu'on m'appelle à 22 h pour m'informer que la maison a pris feu. Ce n'est pas la première fois qu'un pareil incendie se produit aux alentours du marché. Cette commerçante en sait quelque chose. Ça nous a dépassé, c'est trop. 2 ans, 2019 c'était pareil, voici 2022 pareil. Donc, il y a tellement mal au cœur, ça me fait très mal. Malgré qu'il soit le plus grand perdant, avec 115 ballots partis en fumée, Claude tient à rester fort. Il dit avoir laissé tout son avenir dans ce qui est désormais des cendres, dans ce bloc de 5 pièces, sans courant électrique. Bien triste. Retour sur ce plateau avec vous, Alexis Junior Premier et Njandandi. Les problèmes des cotonculteurs sont d'ores et déjà posés à la base par les GIC, il y a l'Union des GIC, il y a la Fédération et même la Confédération nationale des producteurs de cacao, de coton au Cameroun. Alors, votre mouvement n'est-il pas de trop? Quel est le discours nouveau que vous portez? Nous voulons déjà dire que notre mouvement n'est pas de trop. Il est venu en son temps et à son moment parce qu'il y a des tensions justement autour de la filière coton. Alors l'objectif que nous visons à travers notre mouvement, comme nous l'avons défini, c'est de planter d'abord. Alors nous tenons un discours de fédération, que toutes les parties prenantes, les acteurs qui sont impliqués dans la filière s'entendent et se trouvent autour d'une table pour parler et pour protéger le planteur. Alors, on va parler justement de l'état des lieux de la collaboration qui existe entre les différentes parties. Vous les avez citées précédemment. Quelle est la nature de la collaboration actuelle entre ces parties pour que vous trouviez nécessaire de porter un plaidoyer pour les mettre ensemble sur la même table pour le compte des cultivateurs de coton? Oui. En fait, les deux principales parties prenantes dans la gestion de la filière coton sont d'abord la Sotocoton et la Confédération nationale des producteurs du coton du Cameroun, qui est l'organisation fêtière qui a pour objectif l'encadrement et la défense des droits et des intérêts du planteur. À l'état actuel des choses, le processus électoral est bloqué et il y a une tension entre les deux parties et qui ne favorise pas le planteur. Le planteur est laissé pour compte. On va dire que c'est ça qui bloque? C'est ça qui est à l'origine de cette tension, des problèmes, des soubresauts qu'on entend ça et là autour du coton au Cameroun en ce moment? Nous parlons ici au nom des planteurs. Nous ne voulons pas entrer dans les polémiques des différentes sorties qui circulent en ce moment partout. Nous parlons des planteurs et nous défendons les planteurs. Nous pensons, à notre humble avis, que la Sotocoton et la CNPCC peuvent taire les différends et revenir à de très bons sentiments pour que
le planteur soit au centre des intérêts de ces deux organisations qui s'occupent de la filière coton. Votre discours reste constant. Le Les planteur. intérêts du planteur, d'où la dénomination de votre mouvement sur des cotons, les planteurs d'abord. Les planteurs d'abord, parce que le problème qui est décrit maintenant par la Confédération nationale des producteurs du Cameroun, c'est qu'elle estime que la sorte-coton c'est mixé dans la gestion de l'organe qui en principe est un organe doté d'une autonomie financière et autonome. Et selon les articles 3 à 6 de l'acte OEDA, les organisations comme la CNPCC doivent être autonomes et indépendantes. La sorte-coton en principe est l'organe facilitateur dans le processus de la gestion de cette organisation. Alors aujourd'hui, on constate que la sorte-coton, selon les leaders actuels de la CNPCC, ils estiment que la sorte-coton s'ingère dans la gestion de l'organisation. Eh bien, nous allons rester sur les problèmes des cotonculteurs. Vous êtes fils de l'ère cotonnière du Cameroun, à savoir l'extrême nord du Cameroun, le nord du Cameroun et une partie de la Damawa. Eh bien, si on vous demandait quel est l'état des lieux, des conditions de vie des cotonculteurs, leur vie, soit dit en passant, près de 3 millions de personnes dans la partie septentrionale vivent des activités qui se greffent autour de l'activité du coton, qu'on appelle d'ailleurs l'or blanc. S'il fallait décrire leurs conditions de vie, vous qui êtes fils de cotonculteurs et cotonculteurs. Oui, chère madame, avant de venir ici, on peut vous rassurer qu'on a fait le terrain. Nous avons parlé avec les planteurs, nous avons visité les planteurs, nous avons dormi avec les planteurs pour ensemble vivre les conditions de vie. Ce n'est pas un secret. Le coton, la production du coton a drastiquement chuté et avec les conditions de vie des planteurs avec. Donc les planteurs vivent dans une précarité extrême, raison pour laquelle nous pensons que le planteur devait vivre de son travail. Aujourd'hui, nous trouvons que le planteur est le dernier de la procédure et raison pour laquelle nous sommes en train de mener ce combat pour le planteur et pour que le planteur puisse vivre de ses activités. La production, vous dites, elle est en baisse. C'est lié à quoi concrètement sur le terrain? Les planteurs ne plantent plus? Ont-ils abandonné leur activité? Sont-ils passés à autre chose? C'est quoi le problème? Il y a un réel problème en ce moment. Je vous disais tantôt que le dialogue est bloqué entre la Sorte-Coton et la Confédération nationale des producteurs du Cameroun. Le dialogue ne passe pas. Or, quel est l'impact justement sur la production? Quel est l'impact sur l'activité des producteurs de coton, des cotonculteurs qui sont dans les plantations? Madame, j'en venais justement à cette partie. Alors, la Confédération qui est censée parler au nom des planteurs, aujourd'hui, trouve à la Sorte-Coton une porte carrément fermée. La Sorte-Coton ne dialogue plus avec la Confédération, ce qui fait que le planteur ne se retrouve plus dans la gestion de sa culture. Parce qu'il faut fixer le prix et des intrants et du kilogramme du coton. Et ce travail doit être... Le prix existe, non? C'est 250 francs selon nos informations, non? Le kilogramme de coton. Non, le prix du coton doit être fixé par un comité copiloté par la Sorte-Coton et la Confédération. Le comité est piloté et co-présidé par le directeur général de la Sorte-Coton et le président du conseil d'administration de la CNPCC. D'accord, c'est compris. Alors, on parlait justement de la mixte agriculture. Il s'agit de pratiquer à la fois la culture de coton, pratiquer d'autres cultures vivrières. Actuellement, de quel côté pèse la balance quand on parcourt les champs des cotonculteurs? Est-ce qu'il y a une forme de prédominance de l'activité principale qui est la culture de coton, ou alors ce sont les produits vivriers
qui sont en train de gagner du terrain. C'est vers là que va ma question pour comprendre, est-ce que les planteurs ont abandonné l'or blanc, la culture de l'or blanc, qui a fait du Cameroun quand même le 3e pays exportateur de cette denrée, après le Mali, après le Burkina Faso? C'est pas un secret, hein, c'est pas un secret aujourd'hui, c'est que les planteurs du coton migrent de plus en plus vers d'autres cultures, parce qu'ils estiment que le coton ne leur donne plus assez de moyens pour améliorer les conditions de vie. Ils préfèrent migrer vers d'autres cultures où la gestion est plus facile, où ils peuvent contrôler facilement les productions. Or, le coton est contrôlé par la sorte de coton. Raison pour laquelle vous voyez certains planteurs, même après la récolte. C'est l'instance qui a la mission de développer. C'est une instance que le gouvernement a mise en place depuis 1974 pour encadrer cette activité au Cameroun. C'est elle qui parle escalité en matière de développement de coton au Cameroun quand même. C'est justement pour cela que nous sommes en train de parler et de se mobiliser autour de notre mouvement. Sur le coton, le planteur d'abord. Parce que la structure seule ne peut pas faire fonctionner les champs. Il faut justement qu'il y ait des planteurs. Alors maintenant, les planteurs estiment qu'ils ne se reconnaissent plus dans la procédure de production de coton. Donc ça fait problème. Ils estiment qu'ils sont lésés et que c'est d'autres personnes qui en profitent de leur travail. Vous voyez un peu, c'est là où se situe le problème. Okay. Et tout devient compliqué, que ce soit les intrants, que ce soit la vente du coton. Bon, tout devient compliqué et pour le planteur, il estime mieux de migrer vers d'autres cultures. Alors, la partie septentrionale du Cameroun, on l'a dit à l'entame de cette émission, notamment l'extrême nord du Cameroun, qui était jadis le principal bassin de production. Aujourd'hui, les cotonculteurs sont en train de migrer vers Garoua, où les conditions climatiques sont plus ou moins meilleures que celles de l'extrême nord. Mais en même temps, on fait le procès aux cotonculteurs de ne pas jouer franc jeu avec l'instance qui a la charge de développer le coton. On accuse les planteurs de vendre le coton dans des pays voisins. Pourtant, en amont, il y a quand même une entreprise que l'État a mise en place pour fournir les intrants, pour vous accompagner, vous accorder par exemple des financements, des lignes de crédit. Mais le moment venu, le résultat, le fruit de ce labeur est vendu à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à questionner dans le comportement de ces planteurs-là? Tout part justement, chère madame, de la gestion. Mais ce n'est pas pour autant dédouaner les planteurs. Les planteurs, justement, vendent peut-être des intrants agricoles mis à leur disposition, mais nous estimons pour nous que le travail revient à la sorte de coton et à la confédération de s'asseoir autour d'une table, discuter un peu pour que le blocage soit levé. Alexis Ndjondandi, il y a également le problème d'accès au tourteau qui fait perdre le sommeil aux cotonculteurs, vendus à la source à 8 000 francs, 10 000 francs, mais qui leur est revendu à 15 000, 20 000 francs CFA. Qu'est-ce qui entretient l'inflation de cette denrée qui est chère aux cotonculteurs? Aujourd'hui, le planteur, justement, ne se retrouve pas dans la gestion de ces produits que lui, il a produits. Le tourteau, il y a des conventions qui encadrent la distribution du tourteau. Bon, c'est une question très difficile à cerner. On va tirer sur qui maintenant? Qui monte les enchères? La procédure est compliquée. Okay, mais les planteurs ne se reconnaissent plus dans la distribution du tourteau. Ok, nous allons retrouver notre envoyé spécial dans la partie septentrionale du Cameroun, Eringele, qui est allé dans les plantations. Il a rencontré toutes les parties prenantes au processus de production de coton au Cameroun. C'est un reportage de 3 minutes. Une crise larvée secoue la filière depuis le début du renouvellement en 2020 des instances dirigeantes au sein des unions et fédérations
Processus non achevé à ce jour au niveau de la Confédération. Dans les tranchées, la fêtière des producteurs accuse l'assaut des cotons d'ingérence. Ce qui nous divise un peu, c'est l'autonomie que nous avons commencé à réclamer vis-à-vis de notre partenaire. Et cela conformément à l'acte uniforme OHADA dont le Cameroun a ratifié. Aussi à Diglao, Touloum dans la région de l'extrême nord, Bachéo ou Ngong dans le nord, le prix du kilogramme de coton tiré des champs fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les baies de trait qui servent pour les labours n'auront pas de tourteaux pour la prochaine labour. Voilà le premier problème. Alors, les prix des intrants sont chers. On cultive le coton, on récolte en mois de septembre. Et l'argent du coton vient en mai. Pourtant, en septembre, un sac de maïs c'est à 8 000. Et en mai, le sac de maïs, on te dit à 20 000. Mais on voit que ça n'a pas d'intérêt de cultiver le coton, c'est mieux de le laisser. Parce que nous sommes devenus comme les esclaves de la sorte de coton même. Vous partez pour réclamer le tourteau, on dit qu'il n'y a pas de tourteau. On vend ça aux commerçants. Mais votre mieux, c'est que ce genre de commerçants qui les vendent là, ils n'ont qu'à labourer le coton cette année. Quartier Djamboutou à Garoua. Ici sont installées les principales plateformes et usines de la Société de développement du coton au Cameroun. L'assaut des cotons ambitionnait cette année de produire 400 000 tonnes de coton graines. Près de 20 000 ont clandestinement pris le chemin du Nigeria voisin. C'est le comité de pilotage qui valide le prix et qui est proposé par la suite au conseil d'administration et à l'État pour communiquer, pour informer que le prix du coton cette année est tel. Les gens prennent les raccourcis pour dire que la seule coton n'achète pas. Or, c'est tout un système qui est organisé derrière pour accompagner le producteur. Et sans cette organisation, la filière tombe. Le directeur de la production agricole revient justement du terrain. Pas d'inquiétude à avoir sur les menaces de boycott proférées par une frange de producteurs. Il n'y a pas d'électricité, il y a une pénurie de carburant, de gasoil, on ne peut pas produire. Donc, on fait avec ce qu'on peut produire tout simplement en temps vraiment inopportun. On ne peut pas dire on ne travaille plus en plein temps. Les enjeux sont énormes. Attention au pourrissement de l'affaire. L'arbitre du jeu, à savoir les pouvoirs publics, sombre encore. Merci Premier Ndjondandi, en dépit de la crise que traverse la filière cotonnière du Cameroun, vous restez optimiste quand même quant à l'avenir de cet or blanc. L'avenir pour vous reste prometteur? Nous sommes justement ici pour parler parce que nous sommes optimistes. Nous sommes ici pour dire aux parties prenantes que tout est possible. Nous sommes ici pour dire que les deux parties doivent se parler et que pour l'intérêt du planteur, qui est le maillon essentiel de la production du coton, doit être protégé. Et que le blocus, en ce moment, ne profite à personne. Et puis, pour finir, vous allez comprendre avec moi que depuis un certain temps, il y a assez de problèmes. Le prix du coton camerounais, jusque-là, n'a pas été fixé. Il y avait une réunion pour fixer le prix qui était convoquée pour le 7 avril dernier. Alors, les planteurs ont estimé que les co-signataires du communiqué qui convoquait l'assise n'ont pas qualité. Ils ont été expulsés de la salle de réunion. Preuve que les cotonculteurs ne se trouvent plus dans la gestion de leur culture. On a compris. Alors, nous allons rester dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à Tourou, c'est dans le Mayo Tsanaga, à l'extrême nord toujours, où à cause des exactions de Boko Haram, les populations ont fui pour aller se retrouver dans les services du gouverneur de cette région. D'ailleurs, les images vont montrer quelques photos des personnes qui ont fui pour s'y retrouver. Ça fait 8 ans que la guerre contre Boko Haram est menée. Vous êtes à l'extrême nord Cameroun, Alexis Premier. Comment vous adaptez-vous à ce contexte de crise, de guerre? Dès les premiers moments de la pression de Boko Haram,
la SICO s'était installée, mais avec le temps, le gars s'y habitue. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de tirer un coup de chapeau à nos soldats qui abattent un travail énorme. Mais le fait que la population de Tourou se trouve dans le service du gouverneur, c'est parce qu'ils se sentent en ce moment un peu abandonnés par les pouvoirs publics. Ils estiment qu'il est temps que les pouvoirs publics s'occupent plus davantage d'eux et les protègent plus davantage. Merci. Alors, quand nous parlions de la cherté de la vie au Cameroun, nous avons fait référence à la viande de bœuf. 80% de la viande de bœuf qui arrive dans la partie sud Cameroun provient des régions septentrionales du Cameroun. L'une des causes de la rareté, c'est l'abandon des cheptels par les éleveurs qui sont à chaque moment tiraillés, torturés par des ravisseurs, parmi lesquels Boko Haram. Je vous propose cette série de reportages qui revient sur la vie chère, la sortie du JICAM pour appeler à l'augmentation des salaires, notamment le SMIC au Cameroun. Nous sommes au marché à bétail de Bonabéry, c'est à Douala. Cette bête qui pèse environ 250-300 kg coûte aujourd'hui 1 200 000 francs CFA. Un phénomène qu'on attribue à la transhumance. Les bêtes de la partie septentrionale se sont rendues du côté du Tchad, le pays voisin. Il y a également l'insécurité que vivent les éleveurs qui subissent Boko Haram, vendent leur pâturage pour payer les rançons. Sans oublier les taxes que dénoncent les transporteurs sur la route, le phénomène de carburant. Eh bien, sur les marchés de Douala et ceux de Yaoundé, les ménagères sont obligées de débourser 4 500 francs pour s'offrir un kilo de viande. Elles ont perdu leur latin. Et je vous invite justement à circuler dans ce marché de bétail pour voir l'ambiance avant de nous rendre sur les étals. 80% du bétail qui arrive ici à Douala proviennent des 3 régions septentrionales du Cameroun, du Tchad et de la RCA en proie à l'insécurité. Mohamedou Sali fait partie des éleveurs qui acheminent son pâturage dans la partie sud Cameroun. Hormis la saison sèche qui provoque la transhumance, il déplore le prix des aliments des bêtes qui a presque triplé. Les tourtereaux ont vendu l'année passée à 8 500 et cette ans c'est déjà devenu à 20 000 francs. Il n'y a même pas. Le bétail du Cameroun est aussi sollicité par le Nigeria voisin. Il y a un bon parti qui part au Nigeria. Quand le Nigeria demande le produit, c'est pourquoi le bétail est trop cher ici. Bamenda, qui contribue à satisfaire la demande locale, subit des troubles sécuritaires. Le boucher, il a dit le bêcheur. À l'abattoir de Douala, il y a un déficit de près de 1600 bœufs par mois. Ce qui explique que les congélateurs du principal boucher du marché Moncam de Douala soient vides. Le peu qui en reste est vendu à 4 000 francs le kilogramme. Les ménagères ont perdu leur latin. Ça joue beaucoup dans le budget de la maison, la ration alimentaire. Franchement, on ne s'en sort pas. C'est difficile parce qu'à l'époque, tu avais tes 1500, tu achetais un demi-kilo de viande. Ça te donnait 12 morceaux, tu pouvais manger en famille. Mais maintenant, c'est 4 000. Si le gouvernement pouvait trouver une solution à ça, ça nous ferait beaucoup plaisir. Accusés d'accentuer l'inflation, les bouchers s'en défendent. Quand l'homme boucher achète, on ne vend pas pour perdre. On est aussi obligé de mettre un peu de plus sur ça pour qu'on s'en sorte. La viande de bœuf rallonge la liste des produits qui entretiennent le phénomène de vie chère. On entend ça et là, une phrase devenue célèbre. Tout devient de plus en plus cher. Le ciment se fait de plus en plus rare dans les marchés. Et même quand cela est disponible, les prix sont exorbitants. Ça fait plus d'1 mois et demi que je cherche le ciment et c'est devenu déjà plus que de l'or. En principe, soit il n'y a pas le ciment, soit c'est 6 000, soit c'est 7 000, soit c'est 9, il n'y a même pas. Pour comprendre exactement ce qui se passe avec ce produit, la brigade régionale des contrôles et de la répression des fraudes pour le littoral est sur le terrain. Et pour cette première descente, les marchés de PK12 et le carrefour Yassa sont concernés. Près de 180 tonnes de ciment ont été saisies et revendues immédiatement aux clients au prix homologué. Des quincailleries scellées et des commerçants véreux sanctionnés. Nous avons des commerçants véreux
qui néglige les instructions données par le gouvernement. Vous savez, le ciment fait partie des produits dont les prix sont homologués. Et ici à Douala, le 32.5 coûte 4600 francs et le 42.5 5100 francs. Et les commerçants doivent scrupuleusement respecter ces prix pour le consommateur final. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y avait une tendance haussière de ce côté-là. Il était donc temps pour nous de sévir. Et pour la circonstance, notre devoir ici est donc de traquer tous ces commerçants. Il ne reste plus qu'aux consommateurs d'acquérir le ciment au prix indiqué par le ministère du Commerce au Cameroun et d'arrêter de se faire arnaquer dans les marchés. La pandémie de Covid-19, ajoutée aux crises sécuritaires dans le nord-ouest, le sud-est et l'extrême nord, entre autres, ont fait accroître le coût de la production. Cependant, les salaires des travailleurs sont restés inchangés. Avec 36 000 francs CFA, le Cameroun fait partie des derniers pays à avoir un faible salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti. Le président du syndicat patronal plaide. Les populations n'en peuvent plus. Il faut véritablement repenser, revaloriser de manière générale les salaires, pas seulement unique, mais dans un certain nombre. Célestin Tawamba préconise la libéralisation de l'économie. Avec l'inadéquation offre-ressources, le directeur général des brasseries, à son tour, mise sur la formation. 50% des emplois de 2050 n'existent pas aujourd'hui. Et 40% de nos emplois d'aujourd'hui vont disparaître. Il faut donc anticiper et pour cela, former, recenser auprès des entreprises l'emploi de demain et s'appuyer également sur l'université. Ce qui permettra à notre pays de lutter contre le chômage qui demeure le ventre mou du gouvernement. Le paradoxe de notre nation, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus d'1,5 million de chômeurs détenteur de parvenus d'université d'enseignement général. La situation du travailleur camerounais et davantage en contexte Covid-19 ne cesse de préoccuper. Le gouvernement, à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a convié ce 4 mai les acteurs majeurs du monde professionnel pour un dîner intellectuel. Organisé pour la toute première fois, cet événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant la clôture de la 136e Fête internationale du travail. Et justement, en célébrant cette 136e édition de la fête du travail, les travailleurs du ONCAM suffoquent sous des coupures intempestives d'électricité. Il est difficile dans un environnement, dans un contexte de vie chère, de voir périr ces poissons, ces viandes dans les congélateurs et perdre des clients dans les salons de couture et salons de coiffure à cause de l'électricité qui est tout le temps coupée. Ce reportage est proposé par Christian Bousseux et Pierre-Marie Kéhou, correspondants dans le ONCAM. Depuis quelques mois, les populations du ONCAM et ses environs vivent au rythme des coupures intempestives du courant électrique. Il ne se passe plus un jour sans délestage et cela impacte profondément sur les activités économiques de la cité. En tant que boucher ici à Bafa, nous avons beaucoup de coupures de lumière et la viande est pourrie dans le congélateur, la sonnette ne nous connaît pas. Les chambres froides ainsi que les congélateurs des poissonneries ne sont quasiment plus opérationnels, ce au grand désarroi des opérateurs de ce secteur. Plus une semaine, trop de coupures, ça nous a endommagé plus de 500 000. Le poisson ne se consomme plus, les clients fuient, la majorité sont pourris, les congélateurs sont à vide et nous-mêmes nous avons déjà eu peur. Je me trouve vraiment dans de sérieuses pertes. Par coupure, on peut facilement avoir plus de millions de francs à perdre. Mais quand les congélateurs sont vides comme ça, alors que c'était plein, c'était bien chargé. Les coupures intensives pendant près d'un an, ça a tout fait vider le capital. Je vis maintenant pour rien. Les couturières recourent actuellement aux anciennes machines pour satisfaire la clientèle. Vraiment, la coupure est tellement intense. Nous, on ne fait rien. Tous nos clients sont partis. Tous nos espoirs sont finis. Et il nous faut payer les impôts. On a des difficultés avec nos clients, par-ci, par-là. Certaines qui viennent vous agresser même à la boutique parce qu'on ne parvient pas à livrer les travaux à temps. Les soudeurs, les vitriers et les vendeurs de l'électronique sont à l'arrêt. C'est très grave. Nous passons les 3 semaines
Depuis peut-être, nous sommes à 4 mois, depuis janvier, on a des problèmes de lumière. Et ça nous met mal à l'aise. On ne peut rien faire sans électricité. Nous sommes dépassés. À quelques jours des examens officiels, les élèves sont très affectés par la situation. Ici à Bafan, nous on vit très mal à cause des coupures de lumière. Les enfants n'apprennent pas, ils sont dans les classes d'examen. Tout le temps on coupe la lumière, c'est comme le jeu de lumière. Actuellement, tous les regards sont tournés vers AESNL pour une amélioration dans la fourniture de l'énergie électrique. Alexis Premier, vous connaissez aussi les problèmes de délestage dans la partie extrême nord du Cameroun. Vous avez pourtant un barrage de lac d'eau, vous avez un taux d'ensoleillement de l'ordre de 2000 heures l'année. Mais comment expliquer que chez vous aussi, on soit sous le joug des coupures intempestives d'électricité, du courant électrique? Nous ne connaissons pas que le problème de délestage. Nous vivons le délestage tous les jours au nord. Tous les jours, nous vivons le délestage. Ce qui fait que Enio est maintenant obligé de sortir en début de chaque semaine le programme de coupure. Alors, pour revenir sur le cas barrage de lac d'eau, alors il y a maintenant le défi hydrique. Ça veut dire que l'eau n'arrive plus à faire fonctionner le barrage. Il y a un déficit. Oui, il y a un déficit d'eau. Il y a un déficit d'eau. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors, il fait très chaud. C'est justement pour nous profitons même de votre plateau pour exhorter justement le gouvernement qui fait assez des efforts pour installer les plaques solaires, de faire davantage parce que, comme ça se disait dans votre reportage, les conditions chez nous sont plus graves que celles décriées tout à l'heure dans le Haut-Cap. Et ça vient davantage amplifier la crise économique créée par la guerre, à cause de la guerre contre Boko Haram, justement, puisque la guerre a eu des impacts sur l'économie de votre région. L'économie de notre région est sous supervision. Et là, vraiment, pour la petite histoire, avant l'avènement de Boko Haram, l'extrême nord a envoyé l'excédent de ses recettes. Mais actuellement, nous réclamons pour que l'économie de l'extrême nord soit fonctionnelle. Il faut que les pouvoirs publics fassent appel pour que les fonds arrivent à l'extrême nord dans les deux théories qui comptent la région de l'extrême nord, pour que les prestateurs qui sont les principaux perdants dans cette crise puissent être payés. C'est entendu. Cette semaine, nous reparlons de l'opération Craie morte. Nous sommes rendus à 2 semaines de la reprise des classes pour le compte du 3e trimestre. Eh bien, l'opération Craie morte qui s'est muée en école morte poursuit son bonhomme de chemin, même si à certains endroits il y a une sorte d'accalmie. Avec la plume d'Élile Piégeot, nous revisitons cette activité au cours de cette semaine. La rentrée du 3e trimestre, toujours secouée par l'opération Craie morte au Cameroun. Réunis au sein du mouvement On a trop supporté OTS, les enseignants continuent de réclamer de meilleures conditions de travail en 31 points, qui se résume à une rémunération comprenant un traitement indiciaire, des prestations familiales obligatoires et des indemnités et autres primes diverses. Face à cette crise qui perdure dans le milieu éducatif au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé hier à Yaoundé une réunion interministérielle avec tous les responsables des départements concernés par cette crise. Il est question de restaurer la dignité de ces enseignants, stopper la grève prévue chaque semaine par le mouvement OTS et permettre aux enfants d'engager sereinement les examens officiels qui démarrent dans quelques jours. Joseph John Gauthier instruit aux ministres concernés de respecter scrupuleusement l'échéancier des mesures prises par le chef de l'État pour un environnement social apaisé chez ces seigneurs de la craie. Et il va de l'avenir de nos enfants. En attendant, les ministres en charge de l'éducation nationale au Cameroun, par la voix de Laurent Sèche Etondingwa, ministre de l'éducation de base, aux sorties de l'immeuble Étoile, appellent à la sérénité. C'est le dernier trimestre
C'est à peine quelques semaines, il y aura les examens. Nous sommes au mois de mai. À la fin du mois de mai, nous avons les concours d'entrée en 6e. Nous avons les concours d'entrée en Lawa 6 et autres. Donc nous sommes obligés de garder cette sérénité. Et je demande aux enseignants, Madame le ministre et moi, nous sommes des enseignants, de travailler sereinement pour leur pays. Eh bien, l'extrême nord du Cameroun a la réputation d'être le parent pauvre en matière d'infrastructures scolaires. On a souvent entendu ça et là des railleries sur les réseaux sociaux, les écoles où les enfants sont assis à même le sol, des écoles où il n'y a pas d'enseignants. Et aujourd'hui, on vit l'opération Craie morte, l'école morte. Comment les répercussions sur le peu qui en restait déjà dans la région septentrionale, les régions de l'extrême nord, nord Adamawa? Nous avons déjà dit un peu haut que l'extrême nord ou le nord subit des effets ou des affres de Boko Haram, alors qui asphyxie déjà l'économie. Vous allez comprendre avec moi que les anciens vivent aussi difficilement comme les autres populations. Donc c'est normal que cette crise puisse aussi impacter les anciens, dont notamment l'OTS, est venu freiner justement l'élan du départ que les anciens avaient pris pour enseigner des élèves. Et il faut noter que ça a plus d'impact à l'extrême nord parce que la plupart des écoles sont des écoles publiques. Nous en disposons peu des écoles privées qui ont continué à dispenser les cours à les élèves. Donc vous devez comprendre que l'impact serait plus visible à l'extrême nord et au nord par rapport au Grand Sud. Dans le Grand Sud, justement, des parents ont trouvé des palliatifs. Certains ont inscrit leurs enfants dans des collèges privés pour essayer de rattraper. Chez vous, à l'extrême nord, vous disiez tantôt qu'il n'y a pas assez d'établissements privés, d'enseignement privé. Comment est-ce que vous, parce que vous êtes déjà même parents d'ailleurs, comment vous vous organisez pour rattraper le gap, pour que vos enfants ne subissent pas les affres de ces grèves à répétition des enseignants? Nous restons à l'écoute des pouvoirs publics qui prennent des mesures nécessaires pour sauver l'année en cours. Des mesures sont lesquelles? L'impact, quel est l'impact justement pour rattraper le gap? Parce que je parle justement des enfants qui ne vont pas à l'école, mais il y a un programme scolaire qu'il faut couvrir. Il y a des enfants qui seront candidats aux différents examens. Ils vont tous subir les mêmes épreuves sur l'ensemble du triangle national. Comment vous faites? Comment vos petits-enfants font? Mais nous faisons avec les moyens des bords. Il y a les répétiteurs où les parents sont obligés de faire encadrer les enfants à la maison avec des anciens pour au moins se finir l'année et surtout ceux qui composent les examens officiels. Ceux qui n'ont pas des moyens pour payer les répétiteurs, bonjour la galère. Ça, je n'en sais rien. Ok, heureusement vous n'êtes pas compté parmi ces parents-là. Je n'en sais rien. Ok, merci. Cette semaine également, nous avons parlé de la journée de la liberté de la presse. C'était précisément le 3 mai dernier, mardi dernier. Il y a une série d'activités qui ont meublé cette semaine. Je vous propose d'ailleurs ce reportage qui revient sur la quête de la liberté d'expression au Cameroun. Un reportage réalisé avec le concours de Junior Ossin. Des journalistes victimes d'intimidation, de violences physiques et privés d'accès à l'information, entre autres, témoignent leur cauchemar. Surtout ceux, on va dire de la presse privée, parfois vous avez besoin d'informations, mais on vous fait comprendre que vous n'avez pas le droit d'avoir cette information. Des protections un peu très petites pour nous et on subit tous les jours les conditions de menaces à travers parfois les réseaux sociaux et parfois tu fais les publications. Les gens t'écrivent, t'appellent par téléphone pour dire pourquoi tu dis ça, comment tu dis ça. Les voici réunis à Douala avec la société civile Un Monde à Venir, ses partenaires et membres du Parlement camerounais. Ceci à l'occasion du 4e Forum national pour la liberté de la presse et l'accès à l'information. Ils dressent un plaidoyer pour l'accès à l'information
et la protection des hommes et femmes de médias. Le journaliste ne doit pas aller en prison pour des délits de presse. Le journaliste doit pouvoir, lorsqu'il est avéré qu'il a eu des manquements importants à la déontologie dans l'exercice de ce noble métier, subir une pénalisation qui n'est pas la privation de sa liberté. Au rendez-vous des discussions, la dépénalisation des délits de presse comme sujet majeur. Ce plaidoyer vise, n'est-ce pas, à proposer une loi qui permettra à tous les Camerounais et surtout aux journalistes d'accéder aux informations publiques. Ce 4e forum national mobilise 80 participants venus des 10 régions du Cameroun qui, sous le thème « La liberté de la presse et accès à l'information, ingrédient de la démocratie », s'engagent à mener des actions fortes pour la défense de la libre expression des médias au Cameroun. Et parlant justement de défense de la liberté d'expression, les sages-femmes du Cameroun sont montées au créneau à l'occasion de la journée à elles consacrée pour demander la mise sur pied d'un corps qui défende leur métier, un corps de sages-femmes au Cameroun. Reportage. Sauver des vies, la mission première des sages-femmes. À longueur de journée, elles sont sur le pied de guerre dans les maternités, les centres de santé et souvent même des domiciles. Seulement, ces dernières peinent toujours à trouver un cadre idéal pour bien accomplir leur mission. La difficulté actuelle, c'est le chômage. Plus de 75 sages-femmes actuellement au Cameroun chôment. Et donc, je ne veux pas tout présenter, mais elle est une difficulté majeure. Et l'autre difficulté, mais qui est en train de s'améliorer avec l'appui de l'INFP et du ministère, qui nous soutient et des autres partenaires, c'est la création d'un ordre spécifique de sages-femmes. Donc le processus est en cours et nous planifions un atelier avec les parlementaires. En cette veille de la Journée internationale des sages-femmes, célébrée tous les 5 mai, le moment est bien choisi par l'Association des sages-femmes et assimilées du Cameroun pour adresser la question. C'est à la faveur de leur 13e journée scientifique nationale. Il s'agit ici de réfléchir sur le devenir du métier de sage-femme au Cameroun et trouver des moyens d'améliorer certaines pratiques afin de garantir la santé maternelle et néonatale. Nous sommes voués pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Mais notre grande surprise, la plupart des sages-femmes compétentes et aguerries, quand vous allez sur les terrains, ces sages-femmes ne sont pas dans les services, ne sont pas affectées dans les services de santé maternelle et infantile. On peut encore accepter les urgences à l'entrée, parce qu'à l'entrée, une femme peut arriver rapidement et on prend le bébé à l'entrée. Cette édition 2022 de Journée internationale des sages-femmes sera célébrée ce 5 mai sous le thème « 100 ans de progrès ». La fête de l'unité nationale du Cameroun pointe à l'horizon. Ça fait exactement 2 ans que les militaires n'ont pas battu le pavé. C'est un cérémonial très couru. Cette édition, eh bien, les populations viendront voir les soldats du feu, le corps de l'armée marcher au pas pour témoigner de la force, de la vigueur que ce corps de métier déploie pour protéger les Camerounais, protéger l'intégrité territoriale du Cameroun. Je vous propose justement les répétitions pour le 20 mai prochain sous la plume de Marc Lionel Chouamou-Adouala. Se dégage de ses rangs un certain frémissement à l'idée de renouer avec le défilé marquant les festivités de la 50e fête nationale de l'unité du Cameroun. 2 ans que ces hommes et femmes ont tenu non plus frapper le macadam. Nous sommes à Douala, au quartier Bonanjo ce jeudi, lieu de répétition du défilé du 20 mai. À quelques mètres de là, dans les services du gouverneur, le patron des lieux tient une assise préparatoire à la fête nationale de l'unité. Toutes les administrations concernées sont représentées. La région du littoral veut marquer ce retour des festivités de la meilleure des manières. La haute hiérarchie, n'est-ce pas, donne son quitus pour que nous puissions nous retrouver, civils et militaires, n'est-ce pas, dans un cadre de réarmement moral.
au niveau, n'est-ce pas, de la base navale de Douala, et pour pouvoir échanger avec, n'est-ce pas, nos frères d'armes, que nous puissions tous comprendre que l'armée et la nation, n'est-ce pas, vont de pair. Et les réflexes de discipline étant dans ce secteur-là, nous avons à aller partager ces expériences à leur niveau. Mais de manière globale, les commissions, n'est-ce pas, s'apprêtent à pouvoir renouer avec cette fête qui, depuis un certain temps, à cause de la Covid, ne nous donnait pas de nous retrouver. Compte tenu du contexte toujours marqué par la Covid-19, la durée du défilé civil et militaire a été revue à la baisse, soit 90 minutes. Dans l'optique d'assurer un spectacle de qualité, précis et concis, les répétitions se poursuivent chaque jour pour ne pas avoir de fausses notes à l'occasion des retrouvailles avec la nation. Nous allons parler de sport sous une autre forme. Eh bien, l'après-CAN des bus qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les chaumières, que sont devenus les bus commandés pour transporter les joueurs et autres délégations lors de la CAN Total Energy 2021 à Brité, au Cameroun. Reportage. 23 bus stationnés depuis février 2022 ici, dans le parc, d'un des plus grands concessionnaires locaux, Volvo. Nous sommes au quartier Aala, à Yaoundé, 2 km après le lieu dit barrière sur la route nationale numéro 3. Les bus Marco Polo Volvo, parqués ici par leur propriétaire Transuvoyage, sont ceux ayant transporté courant janvier et février les équipes hautes de la CAN au Cameroun. Les brandings sont encore à point. Ce sont d'engins neufs achetés en Égypte chez un concessionnaire Volvo et réceptionnés à quai au mois de décembre dernier au port de Douala par le ministre des Transports au compte du COCAN. À date, un seul manque à l'appel ici à Aala, celui des Lions Indomptables, stationnés au siège de la FECAFOOT en attente de rétrocession. Ces 24 bus, propriété exclusive de Transuvoyage, avaient complété la flotte automobile de la CAN à un peu plus de 300 engins roulants. Des 20 bus flambant neufs et des bus et véhicules de tourisme déjà utilisés, loués chez des agences de voyage telles Buka et une foultitude d'opérateurs de location auto. Le coût de l'ensemble de la prestation, 1 970 millions de francs CFA environ. Une transaction ayant fait l'objet d'un marché public dont le paiement est en cours. Il ne s'est donc pas agi pour l'État du Cameroun d'acheter des bus, minibus, 20 bus et véhicules de tourisme pour la CAN. Un marché a été attribué à un prestataire privé conformément au code des marchés publics. La charge de ce dernier, affréter les véhicules, recruter les chauffeurs et carburer les engins avant, pendant et après la CAN. Pour l'heure, les engins loués localement parmi les 24 autres bus ont été rebrandés et remis à leurs propriétaires qui les ont remis bien évidemment en circulation. Quant à ceux achetés comme les 23 bus des joueurs, le proprio Transuvoyage en fera ce qu'il veut. Le 24e lui fait l'objet de tractations entre la FECAFOOT et Transuvoyage pour sa cession. Retour sur ce plateau avec vous, Alexis Ndjondandi, junior premier, pour parler justement de ce mouvement qui est tout nouveau sur des cotons. Les planteurs d'abord, nous acheminons vers la fin de ce programme. Votre mot de fin pour les intérêts des cotonculteurs, des planteurs, ce serait quoi, Alexis? Ce serait de dire aux planteurs qui nous ont donné mandat, parce que nous avons tous ces documents où on a sillonné... Je lis là malaise des planteurs de coton. Donc, nous avons relevé tous les problèmes, tous les maux qui mènent le planteur camerounais, contenus dans un document que nous allons transmettre à qui de droit, pour que les planteurs puissent se sentir impliqués dans la gestion du coton et qu'ils puissent vivre de leur travail. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Merci de nous témoigner votre fidélité tous les dimanches à ce rendez-vous des faits marquants de la semaine. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est tous les lundis à 9 h. Quant à moi, je vous reviens dimanche prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt.